Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Monsieur Philippe Boulot-Lefebvre, qui est auteur, conférencier, coach. C'est un expert de la géométrie du sens. Et il a écrit entre autres La force de la forme, qui est référencée à l'UNESCO et du coup fait partie du patrimoine de l'humanité. Et j'avais vraiment à cœur de vous le présenter, y compris son travail, parce que j'ai découvert la géométrie sacrée ou du sens il y a quelques mois de cela, et j'ai décidé de l'intégrer effectivement à mes œuvres pour apporter vraiment quelque chose de plus dans l'harmonisation définitive de l'humain et y mettre un sens et une intention encore plus importante que ce que je pouvais faire à la base. Et du coup, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un expert pour parler d'un domaine particulier. Donc voilà pourquoi je vous interviewe aujourd'hui. Et du coup, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail. Alors, par quoi commencer? En fait, on ne naît pas, je ne pense pas qu'on naisse dans la géométrie sacrée, en tout cas pas intellectuellement, parce que physiquement, on n'est que ça. Finalement, nous ne sommes que de la géométrie. Nos cellules, tout est géométrie et tout est lié. Alors déjà, géométrie, qu'est-ce que ça veut dire? Géométrie, ça veut dire science des formes. Et sacré, c'est ce qui est lié à notre vie, à ce qui nous relie à l'univers. Donc, la géométrie sacrée, ce sont les formes qui nous permettent de nous relier à l'univers et à ce que nous sommes. Alors, la difficulté, c'est que dès qu'on parle de sacré, les gens ont tendance à penser religion. Alors, oui, c'est possible, mais en entreprise, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer plutôt de parler de géométrie du sens, parce que les 15 années que j'ai consacrées précisément à ce domaine-là m'ont amené à, comme disent les Américains, un elevator pitch, c'est-à-dire un mot qu'on doit pouvoir dire dans une montée d'ascenseur très rapidement à quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous » Et mon elevator pitch, c'est que la forme est le média du sens. Donc, si vous en êtes d'accord. Le préalable, c'est peut-être, avant de commencer par la conclusion, de dire comment en fait je suis arrivé à faire ça, parce que je ne suis pas du tout né dedans, comme je vous l'indiquais. Je suis un homme d'affaires, j'étais un capitaine d'industrie dans l'informatique, dans le risk management, dans l'assurance. J'ai fait un peu de coaching également quand j'étais dans les affaires. Et j'ai été un peu dégoûté de la manière dont se comportaient les gens. On va dire que j'avais l'impression de donner beaucoup et pas toujours d'avoir le juste retour de ce que j'attendais. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, bah, ça suffit. Comme il se trouve que j'avais participé à des grosses créations d'entreprises, que l'une d'entre elles est passée de 8 à 4800 personnes en 5 ans, euh, eh bien, j'avais quelques réserves. Et à force, effectivement, d'être déçu par les gens, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Et après quelques mois de réflexion, j'ai décidé de vendre tout ce que j'avais, ou presque, en me disant, ben voilà, avec tout ça, j'ai assez d'argent pour me donner 10 ans de vie pour comprendre ce que je fais sur Terre. Finalement, j'ai travaillé pendant 20 ans pour amasser ce qu'il me fallait de vacances, au sens étymologique du terme, pas du tout au sens du travail. J'ai vaqué à autre chose et cette vaquerie a été consacrée à qui suis-je, qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi suis-je là. Et comme il se trouve que dans ce que j'avais mis de côté, ma passion, c'était d'entretenir une grosse propriété que j'avais en Normandie, que j'ai donc décidé de vendre. Mais comme je l'entretenais, eh bien, je me suis dit, bah, ce que je faisais physiquement, tous les week-ends, toutes les vacances, enfin tout le temps, je montais sur les toits, je peignais, je faisais des murs en faux marbre, etc. Beaucoup de jardins, beaucoup de taupières, c'est la taille des buis, etc.
eh bien, je me suis dit que ce que je faisais physiquement, j'allais le faire intellectuellement. Donc, j'ai acheté 3 livres sur les jardins médiévaux que j'ai lus. Et au troisième, je me suis dit, mais ils ne disent pas l'essentiel. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a autre chose que ce que je dis. Donc, j'ai appelé les auteurs, le premier, le second, puis le troisième. Et là, ma foi, j'étais très déçu parce que ils m'ont rien dit. Le troisième m'a dit, écoutez, ouais, je crois que je vois ce que vous voulez dire. Vous savez, moi, je suis le nègre d'un autre auteur, donc vous devriez l'appeler. Donc, j'ai appelé l'autre et je suis allé le rencontrer à Toulouse. Et là, il me dit, vous savez, moi, je suis un vieux monsieur, vous devriez rencontrer un de mes élèves. Et je me suis retrouvé à l'abbaye du Toronnet avec un monsieur qui s'appelait Philippe Bougon, qui était un ancien ingénieur de ADS, qui était à la retraite et qui était à la fois ingénieur aérodynamicien, mais il était un petit peu télépathe sur les bords, je pense, parce qu'il était responsable, on va dire, de la hotline en vol du groupe. Et il m'a emmené le premier jour dans les vignes. Alors, s'il y a une synchronicité assez amusante, c'est que j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans et qu'en fait, ce monsieur était un cousin issu de germain de mon père, que je n'avais Ah jamais oui. rencontré. Donc, dès qu'on s'est rencontrés, il me dit, ah, tu sais, j'aimais beaucoup ton père, en me mettant la main sur la cuisse. Je dis, mais ah bon, mais qui êtes-vous? Et donc, j'ai appris comme ça ce lien de parenté. Donc, il m'a emmené dans les vignes, il a planté des piquets dans la terre, et puis il m'a dit, passe ta main dessus. Bah, rien, je sentais rien, vraiment. Alors, ça a duré 1 heure, 2 heures, et puis au bout de 2 heures, il m'a dit, écoute, nous sommes tous vivants sur Terre, et tu verras que dans 2 jours, tu seras sourcier. Alors, je me dis, moi, sourcier? Attends, je faisais des salles de marché, je viens de faire le catalogue électronique de Legrand. Franchement, sourcier, je ne me vois pas du tout faire ce genre de choses. Il m'a dit, oui, mais tu vois, il y a un truc qui s'appelle la résonance de Schumann, et en fait, c'est le taux vibratoire de la Terre. Et le taux vibratoire de la Terre, il monte, il s'augmente, il est de plus en plus fin, de plus en plus aigu. Et nous, qui sommes composés d'atomes qui sont ceux de la Terre, puisqu'en fait, mes atomes, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de la Terre, puisque je me suis nourri depuis que je suis né de ce qui foisonne sur Terre. Donc, mes atomes sont ceux de la Terre. D'ailleurs, ceux de nos auditeurs sont aussi ceux de la Terre. Ça permet de comprendre que nous sommes bien dans un lien de fraternité. C'est que Tout à si fait. tous nos atomes sont ceux de la même planète, qui s'appelle la Terre, eh bien, c'est que nous sommes donc tous frères. Et j'ai même souvent tendance à dire, mais dire qu'il faut que les hommes sauvent la Terre, non, il faut qu'ils se sauvent eux-mêmes sur la Terre, parce que la Terre, elle vivra toujours. Ça, c'est clair. Et alors donc, il m'a dit, tu verras, dans 3 jours, tu seras sourcier. Et 3 jours après, à la fin du petit stage que nous avons fait ensemble de géométrie sacrée, il m'a emmené dans la cave, il a pris 2 tiges de laiton qu'il a tordues en équerre sur son étau. On est allé dans les champs, et là, il m'a mis au début d'un champ, et puis il m'a dit, écoute, fais comme je t'ai dit, et dis-moi s'il y a de l'eau. Donc, j'ai pris mes deux équerres en cuivre, et puis je suis avancé, et puis au bout de près 35 mètres, je suis arrivé, je me suis arrêté, et je lui ai dit, il y a de l'eau là. Et là, je savais qu'il y avait de l'eau sous mes pieds. C'était incroyable. Je me suis retourné, je lui ai dit, il y a de l'eau là. Il me dit, tu es sûr? Je dis, oui, oui, je suis sûr, il y a de l'eau juste ici. Alors, il a fait quelques pas en arrière, qu'il avait caché derrière un olivier. Il m'a tendu la pioche, un peu comme Lucky Luke, il a creuse. Et là, j'ai creusé, et 25 ou 30 cm sous mes pieds, il y avait un petit filet d'eau. Et là, tout l'échafaudage de croyances que j'avais depuis que j'étais né s'est effondré. Je me suis dit qu'il fallait que je vérifie tout. Parce que
ce que j'appelle dans mes conférences les 3 P, les parents, les prêtres et les profs m'ont raconté, depuis l'adolescence, une multitude de choses qui ont constitué mes croyances, mais en fait, j'avais rien vérifié de tout ça. Et je me suis rendu compte que ce qui paraissait bizarre, comme trouver de l'eau avec 2 baguettes en cuivre, eh ben, ne l'était pas, puisque je venais moi-même de le faire. Et donc là, j'ai passé 10 ans. J'ai lu 1700 bouquins, ils sont derrière moi. J'ai essayé de comparer, j'ai un peu voyagé, et très vite, je suis arrivé à mettre en place un tableau de ce qu'était la géométrie sacrée. J'ai donc compris j'ai répertorié 8 techniques, ce qui n'avait jamais été fait. Je me suis rendu compte du fait que ces 8 techniques, en fait, pour certaines avaient disparu, d'autres pas. J'ai observé que celles qui avaient disparu étaient toutes celles qui étaient relatives au lieu sur lesquels on travaillait, mais que toutes celles qui étaient absolues, qui étaient valides partout sur la planète, elles étaient plus ou moins conservées. Donc le nombre d'or, puisque dès qu'on parle de géométrie du sens ou de géométrie sacrée, évidemment on parle du nombre d'or. Le nombre d'or, que vous soyez à Carpentras, à Tokyo ou à Lima, ça marche toujours, c'est toujours le nombre d'or. Pi 314, c'est valide partout. Par contre, la coudée locale, ben elle est locale, donc elle est relative au lieu. Et donc, elle a été abandonnée parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué de construire une maison en prenant la coudée locale et en passant ses commandes avec la longueur locale. Alors le mètre, ben, c'est la coudée locale sur l'équateur. Mais quand on monte vers le haut de la planète, eh bien, les parallèles sont de plus en plus petits. Donc, ce qui fait 1 mètre à l'équateur fait 72 cm à Marseille. Enfin, je ne sais pas je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais et puis plus on va monter, plus ça va être court. Et donc, cette coudée locale, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'avoir une dimension qui va être liée à l'endroit où je me trouve. Et les Égyptiens, ils allaient encore plus loin, puisqu'ils disaient que la coudée locale devait être liée à la nature de l'objet décrit. Et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'il y avait, non pas une coudée locale, mais il y avait une unité de mesure métrique, enfin de type métrique, correspondant, par exemple, aux essences d'arbres. Donc, si vous aviez un sapin et donc un résineux, tous les résineux avaient leur propre mesure. C'est-à-dire que quand on utilisait cette unité de mesure, non seulement on parlait d'une taille, mais on parlait aussi du fait que c'était un résineux et que la dimension absolue n'avait aucun intérêt. Ce qui avait intérêt, c'était de dire que dans la famille des sapins, eh ben, il a telle taille, donc il a une telle mesure. Et si vous passiez sur les feuillus, eh bien, c'était une autre mesure qui indiquait qu'il s'agissait d'un feuillu, et dans la famille, dans l'espèce des feuillus, cet arbre avait telle dimension. En fait, je vous regarde pendant que je vous parle, et je vois que vous réfléchissez. Et c'est bien ça, le but de la géométrie sacrée. C'est de constituer une énergie intellectuelle, mentale, d'ailleurs, plutôt qu'intellectuelle, mentale, qui, en fait, au niveau quantique, devient une réalité à laquelle on va se rattacher. Alors, je reprends le raisonnement dans l'autre sens. Quand j'ai une idée, quand je pense à quelque chose, eh bien, mon cerveau émet des ondes gamma. Ces ondes gamma, en fait, elles ont une réalité quantique qui existe. Voilà, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais elle est là. Et en fait, lorsque je crée un objet,
je peux rattacher cet objet à cette onde gamma, à cette réalité quantique. Et du coup, l'objet devient le représentant de l'idée, du sens, de mon intention. Ce qui est le plus facile pour le comprendre, c'est évidemment le logo. Quand Coco Chanel crée son logo avec les deux C entrelacés que nous connaissons tous, eh bien, elle s'appuie sur la fleur de vie, que certains de nos auditeurs comprennent, connaissent. Elle s'appuie sur la fleur de vie en disant, voilà, je vais mettre ces deux C, calant, c'est le terme propre de la en géométrie du sens, en les calant sur la fleur de vie. De ce fait, mes deux C se rattachent à toute l'énergie de la fleur de vie depuis qu'elle existe dans le monde que nous connaissons et peut-être ailleurs. C'est-à-dire qu'on se rattache à une énergie planétaire, voire plus grande encore. Et donc, bien sûr que tous les gens qui font des logos, qui se rattachent à la fleur de vie, se retrouvent tous rattachés à cette énergie qui, évidemment, plus elle est importante, plus elle est puissante. Il y a un autre exemple intéressant avec Coco Chanel. Elle crée le flacon Chanel numéro 5. Flacon, on ne peut plus connu depuis un siècle, quasiment. Eh bien, ce flacon, il a des proportions qui le rattachent à une énergie qui est le quadrilatère solsticial d'Éphèse. Alors, à Éphèse, qu'est-ce qu'il y a à Éphèse? Eh bien, serait enterré le corps de Marie. Alors, Marie, Sainte Marie, pour ceux qui préfèrent, en fait, elle est symbolique de l'intermédiation. Marie, suivant les traditions, et bien, enfin, il n'y a qu'une tradition, mais on va dire suivant les manières d'interpréter la tradition, Marie correspond à Isis chez les Égyptiens, à la Lune dans le système astrologique, alors que Jésus correspond au Soleil. Et donc, en fait, Marie, c'est le symbole de l'intermédiation. C'est l'intermédiation entre l'esprit et la matière. Et donc, le fait, pour choisir l'endroit qui correspond au marquage, à un enracinement sur le site d'Éphèse où est enterrée Marie, lui permet de dire ce parfum est un outil d'intermédiation. Quand vous allez offrir ce flacon de parfum à votre épouse, à votre petite amie, à votre chérie, eh bien, ça sera un support relationnel entre cette personne et moi, sur le plan à la fois matériel, puisque c'est un objet, mais en fait sur le plan mental, entre nous deux. Et en fait, la géométrie du sens, c'est ça, c'est faire un lien matériel pour supporter une idée mentale qui est soit une intention, soit le sens que l'on accorde à ce qu'on veut. Donc le sens dont nous parlons là, ce ne sont évidemment pas les 5 sens, c'est le sens au sens la raison d'être. Et évidemment que quand je crée une entreprise, si je crée un logo, eh bien le logo va être symptomatique, va représenter la raison d'être de mon entreprise. Et donc il y a tout un travail préalable avant de faire un logo, qui n'est pas qu'un petit dessin avec des proportions ou pas, mais de savoir c'est quoi que vous voulez faire avec votre entreprise. Vous avez quoi dans votre cœur? Vous avez quoi dans le ventre? Vous avez quoi dans la tête? Pourquoi est-ce que vous faites? Vous voulez développer cette activité. Et à partir de ce travail que je fais avec mes clients, eh bien, je fais une proposition une liste
de techniques de géométrie du sens qui pourraient être reprises par le graphiste qui, lui, va faire son boulot de créativité, de créatif. Et du coup, une fois que le logo est fait, par exemple, on va dire le boulot il est fini, et puis il va, entre guillemets, il va vibrer ce qu'il a à vibrer. J'ai respecté, j'ai mis une intention, j'ai respecté, il a une forme qui se cale sur des dimensions qui correspondent à quelque chose. Après, c'est fini, il n'y a plus qu'à le diffuser, et après, il fait son job tout seul. Mono, mono, mono. Non, mais c'est pour. Alors, C'était déjà, pour, voilà. Alors, déjà, vous venez d'utiliser une expression qui peut-être ne touchera pas tout le monde, donc il faut l'expliquer. Vous avez dit que le logo va vibrer. Oui. Alors, le commun des mortels, il dit le logo, il ne bouge pas. Moi, quand je regarde, il ne bouge pas. Alors, il faut déjà comprendre ce que vous avez voulu dire par là, puisque vous êtes déjà très initié en vous exprimant comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'énergie, est un monde vibratoire. Un atome, ça vibre, ça bouge. Et en fait, un atome, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 99,99999% de vide. En fait, nous vivons dans un monde où tout est vide. Et en fait, tout est vibratoire. Donc, comme toute vibration, eh bien, ça peut me convenir ou ça peut ne pas me convenir. Imaginons que je vous bande les yeux et que je vous emmène sur la place de l'Étoile à 18h30, les yeux bandés, en plein milieu de la circulation et tout le monde qui klaxonne, etc. Vous avez les yeux bandés, vous avez les oreilles bouchées. Qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment que vous allez ressentir beaucoup de vibrations et pourtant vos 5 sens, eux, ne sentent rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, vous allez commencer à me dire ben, j'ai mal à la tête, je ne comprends pas, où est-ce que je suis, etc. Donc, tout est vibration. Ce qui veut dire que si tout est vibration, certaines vibrations sont favorables à notre état et d'autres le sont moins. Donc, la question qui est posée à la géométrie sacrée, à la géométrie du sens, c'est est-ce qu'on peut augmenter ou diminuer une vibration pour améliorer notre état, pour améliorer notre relation à l'extérieur? Et la réponse est oui. Alors, j'ai fait exprès de dire notre relation à l'extérieur parce que la grande différence entre la géométrie du sens et le feng shui, c'est que le feng shui est issu de la géométrie sacrée, de la géométrie du sens, depuis des siècles, mais il a évolué, alors qu'en Occident, cette géométrie sacrée, elle a été enfermée dans les monastères par les moines, et donc elle n'a quasiment pas évolué depuis 1000 ans, alors qu'en Orient, elle a évolué. Et on sait que plus on avance dans le temps, plus l'humanité devient égoïste et égocentriste, et donc égocentrique, pardon. Et donc le problème qui se pose, c'est que le feng shui est de plus en plus tourné vers le bien-être individuel, alors que la géométrie du sens, elle a conservé, à mon avis, cette capacité d'être un moyen d'harmonie pour tout le vivant. Alors, je n'oppose pas les choses, hein. On parlera de paradigme peut-être tout à l'heure, mais faire l'harmonie du vivant, ça veut dire que on va harmoniser le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et l'esprit. Et le but de la géométrie du sens, c'est de créer des formes qui vont permettre d'harmoniser les vibrations du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain et de l'intellectuel. Donc, alors pourquoi est-ce que certaines vibrations sont bonnes ou pas bonnes? En fait, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais.
j'insiste toujours en disant, mais non, le mal n'existe pas vraiment. Ce qui est mal, regardez, si vous prenez un produit chimique violent, il vous tue. Donc il est mal. Mais si vous en prenez une dose infinitésimale, c'est peut-être qui va vous sauver de votre maladie. C'est ce que fait la chimie, c'est ce que font les pharmaciens. Ils vous donnent des toutes petites doses qui vont vous permettre de vous guérir. Donc, ce que fait la géométrie sacrée, c'est qu'elle ne fait pas le bien ou elle ne fait pas le mal. Elle va harmoniser l'environnement pour qu'il y ait une harmonie locale pour ceux qui vont pratiquer le lieu. Et cette harmonie, elle joue sur l'ensemble. Je me souviens un jour, un géobiologue m'appelle, j'étais en vacances, et me dit, écoutez, voilà, je vous ai trouvé sur Internet, je travaille pour une ferme au Canada, et c'est une société, une ferme cotée, c'est une énorme ferme, et voilà, on m'a fait intervenir, tout va bien, j'ai fait beaucoup de choses, mais il me reste un vrai problème, c'est que les poules cassent leurs œufs. Ce n'est pas vraiment l'idée. Et donc, il me dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je vous imaginez, vous êtes en vacances, il fait beau, rien. Il me dit, mais monsieur, vous faites bien de la géométrie sacrée. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais oui, bien sûr. Les poules cassent leurs œufs, mangent leurs œufs, enfin, cassent leurs œufs. Alors déjà, l'œuf, c'est la féminité, donc c'est la polarité moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout est vibration, tout est énergie, donc électromagnétisme, donc polarité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moins c'est Marie, plus c'est Jésus, moins c'est la Lune, plus c'est le Soleil, moins c'est la polarité moins, et plus c'est la polarité plus. Et en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un bon équilibre de polarité. Si les poules cassent leurs œufs, bah, c'est qu'il y a un problème de polarité, d'équilibre de polarité électromagnétique sur ce lieu. Et donc, dans les 8 techniques de géométrie sacrée, alors je vais vous les dire une par une, donc il y a les symboles, il y a les mandalas, il y a les pi, le nombre pi, qui fait donc la quadrature du cercle, il y a phi, le nombre d'or, auquel sont sensibles nos 5 sens, il y a les nombres, il y a la capacité à accorder, à harmoniser les nombres entre eux, l'énergie du 2, ce n'est pas l'énergie du 5, etc. On pourra en parler. Il y a les métriques, c'est-à-dire la coudée locale dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, il y a le quadrilatère solsticial qui permet de créer une proportion rectangulaire qui enracine et équilibre un objet sur un lieu par rapport à sa position vis-à-vis du Soleil et vis-à-vis de la Lune. En fait, tout le monde connaît ce qu'est le quadrilatère solsticial, c'est ce qui équivaut à une pierre d'autel. Autrefois, bien avant que l'Église n'existe, il y avait des quadrilatères solsticiaux partout. L'Acropole est fondée sur les quadrilatères solsticiaux. Là, on en trouve dans la Cité interdite, on en trouve à Machu Picchu, on en trouve partout, sur toute la planète. Les techniques, les 8 techniques de la géométrie sacrée sont absolument homogènes partout. Après, il y a des interprétations qui peuvent être différentes. Et donc, je reviens à mes poules. Je me dis, mais si les poules mangent leurs œufs, enfin cassent leurs œufs, c'est qu'elles ont un problème d'équilibre. Donc, on va équilibrer électromagnétiquement l'ensemble du lieu. Et donc, je fais un calcul géographique et astronomique et je dis à mon donneur d'ordre, je dis, voilà, vous allez retourner au Canada la prochaine fois et vous allez planter 4 bornes dans un rectangle dont voici les proportions. Alors, évidemment, j'étais allé sur Internet,
j'avais pris les plans. Et donc, je lui donne ça, je lui donne les mesures. Et puis, plus de nouvelles pendant 3 mois. Et puis, au bout de 3 mois, il revient vers moi et il me dit, écoutez, ça a marché. Je lui dis, qu'est-ce qui a marché? Racontez-moi. Il me dit, écoutez, je suis allé là-bas, je suis allé chercher 4 pierres que j'ai plantées exactement là où vous m'avez dit. J'ai fait attention d'en respecter le lit. Donc ça, vous savez, le lit des pierres, c'est qu'en fait, la pierre, ce sont des couches. Donc, si vous prenez une pierre et que vous mettez les couches les unes sur les autres et que vous la retournez, eh bien, l'eau va rentrer comme dans un millefeuille. Et le mot délit, il vient de là. Commettre un délit, c'est quand un compagnon, constructeur d'une cathédrale, prenait une pierre et la mettait la taillait dans le mauvais sens ou la posait dans le mauvais sens, il commettait un délit. Et là, il était viré du chantier. Je reviens donc. Mon monsieur me dit, j'ai planté les 4 bornes exactement où vous m'avez dit. Je dis, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais déjà, dans la nuit qui a suivi, le son des élevages de poules a été divisé par 2. Et dans le mois, dans les 28 jours, donc cycle lunaire, dans les 28 jours qui ont suivi, les poules avaient cessé de casser leurs œufs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a harmonisé avec cette forme, on a harmonisé l'ensemble du minéral, du végétal, de l'animal. Et en l'occurrence, pour les humains, c'était la même chose. Voilà, donc on ne crée pas, on ne supprime pas, on harmonise. Et ça se fait et ça fonctionne parce que c'est une démarche quantique. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que le monde quantique. Donc je vais vous faire une petite explication que vous irez vérifier sur Internet. En fait, on met un observateur devant un canon qui envoie des photons sur une image, sur un mur. Vous connaissez cette image, non? Oui, oui, oui. Vous la connaissez? Voilà. Bon, elle J'aime est très beaucoup, connue. d'ailleurs. Donc, on envoie des photons, donc de la lumière sur un écran à travers une grille, et en fait, ça fait un certain dessin. Et on met un observateur, et on s'aperçoit que quand il y a un observateur, le dessin que ça dessine sur l'écran n'est pas le même. Et puis, l'expérience continue, et on envoie toujours les photons en disant à l'observateur, tu fermes les yeux. Donc, il ferme les yeux, sauf qu'on lui dit, tu ouvres les yeux après que les photons soient passés à travers la grille. Et à ce moment-là, les photons repartent en arrière et se remettent dans le dessin comme si l'observateur avait eu les yeux ouverts. Ce qui veut dire qu'en fait, la réalité que nous connaissons, que nous vivons, elle est le fruit de notre présence, de notre conscience. C'est nous qui créons notre réalité. Alors, on ne va pas tout expliquer maintenant dans cette interview, mais ce qui a fait le succès de mon livre « La force de la forme » auprès de l'UNESCO, c'est justement ce lien que j'ai fait entre 10 000 ans, et en fait même bien plus, 10 000 ans de tradition, de culture et la physique quantique. En fait, mettre une pierre d'autel, utiliser le nombre d'or, c'est-à-dire reprendre une proportion fondamentale de notre univers dans un travail qu'on est en train de réaliser, de manière à le mettre en harmonie avec ce qui l'entoure, eh bien, cette démarche, elle est physique, elle est concrète, mais elle est surtout intellectuelle et elle crée une énergie qui fait qu'effectivement, il va y avoir un effet objectif sur la réalité. Oui, c'est vraiment pas juste utiliser la géométrie du sens, parce qu'on pourrait se dire, en définitive, je vais apprendre les techniques, les mesures, et puis je vais les appliquer, et puis basta. Oui. C'est vraiment, ce qui est important, c'est le sens qu'on y met derrière, en fait, c'est l'intention qu'on y met qui va être porteur, en définitive, de l'utilisation et de la forme. La forme est le média du sens. Ça. Alors, il y a une tradition qu'on retrouve plus ou moins de manière homogène sur tous les continents, qui est la Saint-Jean d'été.
Vous connaissez la tradition de la Saint-Jean d'été? Oui. C'est le moment de la raconter parce qu'elle répond à votre première question. Donc, le jour de la Saint-Jean, on fait un vœu. Donc, moi, j'ai souvent organisé cette cérémonie à la campagne ou avec des amis. Donc, on rassemble les gens et puis je leur dis, voilà, vous venez, et on allume un feu et on demande à chacun de faire un vœu. Voilà, de quoi rêvez-vous d'idéal pour l'année prochaine, pour l'année qui vient? Alors, chacun fait son vœu par rapport à son travail, sa famille, etc., sa santé. Et donc, je dis aux gens, ben voilà, vous écrivez votre vœu sur un petit bout de papier, et puis vous allez faire l'action d'aller le mettre dans le feu. Alors, les gens, ils vont jeter ils vont déposer leur vœu dans le feu, et ils se disent comme ça, ben, ça y est, mon vœu, il va être exaucé. Et donc, une fois que tout le monde est passé, j'ai mis tout le monde en cercle, ben, tout le monde a envie de partir. En général, ils ont envie d'aller boire un verre, quoi. Enfin, bon. Et je leur dis, non, 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 non. Il ne faut pas partir, parce que votre vœu, si vous ne l'activez pas, il ne marchera pas. Il faut activer. C'est-à-dire qu'il faut réaliser un geste concret qui va activer l'énergie que l'on a créée avec le vœu. Et la manière de le faire dans la tradition chez nous en Occident, c'est de sauter par-dessus le feu. Et donc, je leur dis, voilà, si vous voulez activer votre vœu, eh bien, sautez sur le feu. Et là, tout le monde saute. Alors ça, c'était merveilleux parce que les gens, ils sont super gais, ils y vont tout seuls, puis après, ils y vont. Ah, toi, c'était quoi ton vœu? Allez hop, on saute ensemble. Et puis, tout le monde se met à faire plein de vœux et à les activer. Bon, ça, c'est un peu le folklorique, mais ça revient toujours à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que je crée une forme, une réalité physique, sur la base d'une intention qui est dans l'univers, qui est donc quantique, qui est une réalité quantique. Et en fait, ma forme, elle est porteuse de ce sens, de cette réalité. Donc, en d'autres termes, le visible, ce qui est concret, n'est fort que de l'invisible. Ce qui est important, c'est l'invisible. Ce qui est important, c'est ce que je désire, c'est ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans mon ventre. Et là, je crée une forme en respectant des techniques, notamment de proportion, puisque en fait, si tout est vibration et énergie, ça veut dire que tout est en fait une sinusoïdale avec des proportions, c'est que c'est plus ou moins tassé, plus ou moins aigu, plus ou moins grave, et donc c'est plus ou moins, donc ce à quoi sert la création de la forme, eh bien, c'est à figer excusez-moi, j'ai un écran qui s'est affiché sur mon écran. C'est à quoi sert la géométrie du sens? C'est justement donc à créer la forme qui va être porteuse du sens. Dans le cas des logos, je vais dire, parce que pour l'activer, s'il faut sauter par-dessus le feu à chaque fois qu'on fait un logo. Voilà. Alors, dans le cas du logo, qu'est-ce que je vais prendre comme logo? J'en ai pas un sous les yeux. Si, tiens, j'ai des cartes de visite. Voilà, vous voyez, dans ce logo-là que j'ai fait, qui est le logo de l'Académie du Sens. Eh bien, il y a plusieurs intentions. La façon dont j'ai dessiné, en l'occurrence celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, mais la façon dont ce logo a été créé, il est porteur de différents sens. Je voudrais avoir une énergie d'enracinement parce que mon entreprise, il faut qu'elle marche. Hein. Une start-up qui se crée avec des associés qui ne sont pas enracinés et qui partent dans tous les sens, elle va pas marcher, la start-up. Donc, il lui faut une énergie d'enracinement. Et puis, comme c'est une start-up, il faut aussi qu'il y ait de la créativité. Et donc, qu'il y ait de la recherche et du développement, qui va être une autre technique qu'on va utiliser pour mettre de la recherche et du développement. Et puis, en même temps, il faut que le service commercial marche. Donc, on va mettre une énergie d'intermédiation. Tout à l'heure, je parlais du quadrilatère social d'Éphèse. Et puis, etc. Donc, quand je crée un logo avec un designer, c'est lui qui le fait, mais on travaille avec le client sur les différentes techniques qui vont être porteuses des désirs
fondamentaux de mon logo. Eh bien, moi, mes logos, ils sont, j'en ai deux, j'en ai trois, ils sont fixés sur le mur de mon bureau. Et quand je pars en rendez-vous, je les regarde et je dis, tiens, il va y avoir tel rendez-vous. Et là, il y a une intuition, une synchronicité, un désir. C'est que comme par hasard, il y a un truc qui me vient à l'esprit qui me dit, ah là, c'est l'intermédiation à laquelle il va falloir agir, ou c'est l'enracinement. Et quand j'arrive à mon rendez-vous, eh bien, je ressens, grâce à mon logo, que j'ai activé ce qu'il va falloir faire, ce sur quoi il va falloir insister. Donc, un logo, on le crée et ensuite on l'active en sautant par-dessus le feu. Donc, on l'active là, par exemple, en le mettant sur mon mur. Et au moment où je pars en rendez-vous, au moment où ça se passe, eh bien, j'ai une autre forme d'activation, c'est que c'est l'énergie quantique qui me dit, tiens, là, ça serait important de ressentir. Et là, il faut être à l'écoute, il faut être conscient. Le véritable problème que rencontrent nos générations, c'est que finalement, les gens ne vivent pas en conscience. Ils ne sont pas en alerte. Enfin, en alerte, c'est pas forcément grave, hein, mais ils ne sont pas en conscience de ce qui se passe, pas à l'écoute de leur corps ou des idées qui leur viennent à l'esprit. Et en fait, on reste tous branchés sur tout ce qui est arrivé dans le passé, au lieu d'être à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant. Et en fait, quand on est tout le temps, quand on raisonne, quand on est tout le temps collé à ce qui s'est passé dans notre vie précédente, eh bien, on reproduit la vie précédente dans l'instant et dans le futur. Alors que quand on arrive, et c'est un des objectifs de la géométrie du sens, quand on arrive à se détacher du passé pour dire, voilà, le but ici, c'est de tenir compte de ceci et de cela, eh bien, on peut être dans le ici et maintenant et on ne recrée pas un instant présent et un avenir qui sont à l'image de ce qu'on regrette du passé. Ça, c'est sûr. Mais puis, c'est vrai qu'on est aussi coincé, on va dire, avec les sensations, tout ce qu'on peut avoir avec nos cinq sens, en définitive. On considère que tout ce qui est à notre portée avec les cinq sens est présent. Et tout ce, effectivement, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas ou qu'on ne sait pas, en définitive, c'est la géométrie du sens, c'est vraiment, en définitive, pour certains, un acte de foi, parce qu'on ne voit rien. C'est oui, il y a des résultats concrets, mais quand on commence, c'est vrai que c'est se dire une intention, oui, mais ça se passe dans ma tête, il y a rien de palpable, on va dire. Et en définitive, c'est hyper simple à mettre en place. Ça a toujours, nos ancêtres, il y a bien longtemps de ça, les Celtes et compagnie l'utilisaient. Les Chinois s'en sont servis, effectivement, ils l'ont développé au fur et à mesure du temps, mais pourquoi, on va dire, nous, notre société occidentale, du coup, on s'est détaché de cette simplicité, de cette connexion définitive à la nature? Ah, ça, c'est là, vous m'emmenez sur une de mes conférences actuelles qui est pourquoi l'incendie du toit de Notre-Dame. Sujet d'actualité. Hein? Alors, mon point de vue, en résumé, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on a encore le temps d'en parler. En fait, déjà, on a un événement, donc le 15 avril, avec une émotion planétaire. Des chefs d'État, et non des moindres, ont réagi sur toute la planète à cet incendie. À chaque fois qu'il y a un toit qui brûle, je vous assure qu'il n'y a pas 30 ou 40 chefs d'État qui s'en émeuvent. Bon, donc il y a quand même une grosse émotion. Une émotion, c'est quelque chose d'extrêmement court, c'est 3 à 8 secondes, qui envoie énormément d'énergie dans notre corps, à notre cerveau, mais dans l'univers aussi. Et donc, une émotion, c'est une alerte. Eh bien, il y en avait une autre comparable il y a quelques années, c'était un certain 11 septembre. Sauf que le 11 septembre, avec les Twin Towers, il y a eu 3500 morts. Et à Notre-Dame, 0 mort. Alors,
je ne sais pas si les morts sont à venir, mais en tout cas, l'alerte, elle est là. On a une émotion planétaire sur un incendie d'une toiture. Bon, c'est une cathédrale, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Donc, j'ai réfléchi à cette question et évidemment, à travers les outils que je possède, et notamment la géométrie du sens. Et Notre-Dame a été construite, le chœur est de construction romane, ainsi que les piliers de la nef. Ce n'est qu'après qu'on passe au gothique. Alors, quelle est la particularité des romans? Vous avez parlé des Celtes tout à l'heure. Les romans, eh bien, pour eux, l'univers est constitué d'énergie et d'ondes. D'ailleurs, vous avez toujours les voûtes avec des zigzags partout, les piliers et les chapiteaux représentent des maillages qui sont bien l'électromagnétisme exprimé sous la forme de ces dessins. Donc, pour les romans, le monde est électromagnétique. Ils ne le disent pas avec ces mots-là, mais c'est ça qu'ils disent, ils le savent. Et ils construisent des bâtiments pour faire passer cette information. Et puis un jour, eh bien, il y a une organisation religieuse qui dit oui, mais attendez, alors ce sont les Goths. Vous savez, les Goths, c'est quand même un peu des sauvages. Hein. Ça a donné les gothiques. Mais bon. Donc les gothiques arrivent et disent oh là là, mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a la matière, c'est horizontal, et puis il y a l'esprit, c'est vertical. Et les deux sont orthonormés. La matière et l'esprit s'opposent. Vous ne pouvez pas les concilier, vous les humains. Vous n'êtes vraiment que des pauvres humains qui ne peuvent pas comprendre que l'esprit et la matière, ça s'oppose. Et donc, on va partir pendant 1000 ans dans une culture où on oppose les choses et l'esprit. Alors, on oppose le bien et le mal. On oppose l'homme et la femme. On oppose le blanc et le noir. On oppose la gauche et la droite. Et pourtant, je vous assure que côte de bœuf ou salade ou carotte, quand j'ai une fourchette dans la main gauche et un couteau dans la main droite, c'est quand même très pratique de les harmoniser. Et donc, tout le problème, c'est qu'à l'époque romane, on avait ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire un fondamental sociétal, oui c'est ça, des fondamentaux de société, qui étaient que tout était énergie et vibration à harmoniser. Et on est passé à un nouveau paradigme qui est de dire on oppose les choses. Et Notre-Dame dit quoi? Notre-Dame dit hey, pst, vous savez, tout est cycle. Tout est un cycle. Et il faut revenir à l'ancien cycle. C'est que, effectivement, les choses ne doivent pas être opposées. Le CNRS a publié à multiples reprises le principe selon lequel l'esprit et la matière sont le même continuum, sont la même continuité. La matière et l'esprit, c'est la même chose parce que ce sont des vibrations soit très lentes, soit très aiguës. Mais entre le lent et l'aigu, c'est toujours des vibrations. L'esprit et la matière sont conciliables, sont harmonisables. Et c'est notre responsabilité d'humain d'harmoniser l'esprit et la matière. Et donc, ce que nous dit Notre-Dame, enfin cet incendie de Notre-Dame, Notre-Dame, c'est l'intermédiatrice. Hein. Grâce à sa géométrie sacrée, sa géométrie du sens, c'est revenez à un paradigme où on harmonise les choses et sortez de ce paradigme où on oppose les choses. Et si tous les membres de votre association, 33 000, demain matin se disaient on arrête d'opposer les choses, on va les harmoniser, eh bien, je pense que cette interview serait utile. Et d'ailleurs, pour revenir sur Notre-Dame, vous trouverez sur mon site et sur d'autres un projet que j'ai présenté avec l'architecte international Jean-Pierre Heim, où on propose de faire tout simplement une dalle
au-dessus de la nef, et de reprendre la forme. Et là, on est vraiment dans la géométrie sacrée, puisqu'en fait, on va faire porter par la forme une intention et un sens. Donc, on va mettre à la place de l'ancienne forêt de bois, on met des jambages en forme néo-gothique en titane, ultra léger, qui donnent donc l'aspect de la forme ancienne de Notre-Dame, mais sur lequel il n'y aura pas de verre. Et donc, quand on sera sur cette plateforme, sur cette terrasse, on aura le ciel pour toi. On aura directement accès au ciel. Or, qu'est-ce qu'ils voulaient, les gothiques? Quelle était l'intention en géométrie sacrée d'un gothique, d'un constructeur de cathédrale, pardon? Son intention, c'est de faire entrer la lumière dans le corps de la cathédrale ou dans le corps de l'individu, et de construire de manière pérenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On propose tout simplement de créer une toiture qui n'en est pas une et qui donne accès directement à un ciel bleu marine avec des étoiles dorées, ce que tout le monde a peint. Sauf que les constructeurs de cathédrales, ils n'avaient pas les moyens techniques de créer quelque chose de ce type-là. Donc, déjà, ils avaient des vitraux, ils auraient bien voulu mettre des vitraux, mais ils ne savaient pas faire des vitraux hermétiques, donc ça ne marchait pas. Donc, en fait, nous avons la chance d'avoir la technologie qui nous permet de faire ça. Et alors, si on continue en géométrie sacrée, en géométrie du sens, cette flèche qu'a construit Viollet-le-Duc, il l'a construite avec les technologies de l'époque, donc 19e siècle, donc du bois et du plomb. Ok. Parce que le 19e est très bien sur le plan industriel, mais ils sont bons sur le transport. Ils ne sont pas bons sur les technos de matière. Ils n'ont rien inventé au niveau des matières, très très peu de choses. Nous, aujourd'hui, au contraire, on crée des matières tous les jours plus puissantes, plus pointues. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Et en plus, la pensée religieuse, au 19e, c'est qu'on croit que l'homme est propriétaire d'une âme, et que donc il faut que son âme s'élève le jour où il meurt. Sauf qu'aujourd'hui, avec la physique quantique, avec les travaux que j'ai menés sur le nombre d'or, en fait, on peut comprendre, chacun se fera sa propre idée, que nous ne sommes pas des humains qui font de la spiritualité, mais des esprits qui s'incarnent dans un corps, dans la Terre, en fait, dans la Terre, dans la planète Terre, à travers un corps humain. Et donc, là, la question de l'élévation de l'âme n'est plus le sujet. Le vrai sujet, c'est de comprendre que tout est énergie et vibration. Et donc, la flèche que nous avons proposée garde les proportions du Viollet-le-Duc, mais c'est un clocher torse pour exprimer l'idée que tout est énergie et vibration, comme un vortex. Et comme on veut aller au bout de la pensée pour la transmettre et pour la partager, et qu'on sait que dans 5 ans, il va y avoir des Jeux olympiques et des millions de gens qui vont venir visiter cette cathédrale, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut leur dire le travail de Notre-Dame, ce qui fait qu'elle a été entendue le jour de l'incendie en particulier, et c'est qu'elle est là pour être une intermédiaire de compréhension pour l'ensemble de l'humanité sur la Terre, la Pachamama des Américains du Sud. Eh bien, du coup, nous proposons, entre la flèche et la nef, un cylindre de verre au centre duquel on va mettre un hologramme qui représente un brin d'ADN avec 9 échelons. Là, on est vraiment dans la géométrie sacrée du sens. C'est-à-dire que les 9 échelons, eh bien, ce sont les 9 échelons de l'échelle de Jacob, qu'on retrouve dans la Cybèle de Notre-Dame, c'est-à-dire dans la statue qui est tout juste à l'entrée entre les deux portails de la cathédrale, et qui est la terre-mère, en fait. D'ailleurs, elle n'a pas d'enfant sur les genoux, hein, la Cybèle. Et alors, donc, ce brin d'ADN, il sera animé et il permettra à ceux qui le désirent, parce qu'on n'impose rien à personne, il permettra, c'est le but de la géométrie du sens, à chacun de se dire, mais pourquoi ils ont mis ce brin d'ADN en hologramme à cet endroit-là?
Et quand ils iront chercher sur Internet, dans un bouquin, dans un film, qu'ils se rappelleront telle ou telle publication à laquelle ils auront assisté, ils découvriront qu'en fait, avec les découvertes de l'épigénétique, nous savons que notre pensée est créatrice et qu'elle modifie notre ADN. Donc, ça veut dire que la méditation ou la prière, c'est la même chose, hein, la méditation permet de faire évoluer notre propre état de santé, notre propre réalité. Et c'est ça le but de la géométrie du sens. C'est d'aller vers le sens, d'aller vers l'intention, de faire que chacun pense ce qu'il veut, et par sa pensée, il va pouvoir influencer son propre état physique et son propre état d'être. Voilà, c'est ça la géométrie sacrée. C'est une chose. Enfin, moi j'adore. Non, non, mais je pense qu'on pourrait rester à en discuter des heures, parce que je pourrais rester à vous écouter pendant des heures, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, à échanger. Je trouve que c'est un sujet tellement intéressant et surtout, effectivement, indispensable à notre société actuelle d'y revenir et effectivement on va dire, un peu de casser les croyances que l'on peut avoir, tout ce qu'on en a pu apprendre en définitive. Alors, tout n'est pas acheté, mais à comprendre qu'effectivement, c'est pas que ça. Il faut voir au-delà. Qu'avant, ça fonctionnait comme ça, que effectivement, l'histoire a fait qu'on nous enseigne les choses différemment, qu'on nous enseigne la différence entre la dissociation entre l'esprit et la matière, et qu'en définitive, on y revient. Et le fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a, entre guillemets, l'appui de la science pour montrer, entre guillemets, aux gens qu'effectivement, si, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas à scinder l'esprit et la matière. Toutes les deux ne sont que des vibrations. Parce qu'effectivement, on va dire, pour moi, l'avantage de l'apport de la science, c'est de permettre de faire passer un message au plus grand nombre, entre guillemets, sans faire percher, sans partir dans des théories où effectivement, si on n'y croit pas ou si on n'a pas testé, c'est difficile on va dire, de se l'approprier en définitive. Et je trouve que le message, oui, peut parler au plus grand nombre grâce à ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, la science aujourd'hui a les moyens de prouver en définitive ce que ressentaient nos ancêtres. Absolument. Et je trouve ça magnifique. Et justement, et de pouvoir nous y remettre, parce que la majorité, entre guillemets, jure que par la science, que par ce qui est concret en définitive, parce qu'on a séparé les deux, et que la science nous dise oui, mais non, en fait, c'est pareil, revenez-y, parce que c'est prouvé, c'est là, ça existe. C'est pas parce qu'on ne vous l'a pas enseigné, c'est pas parce qu'on ne le comprenait pas et qu'on vous a exprimé autre chose que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas réel. Absolument. Alors, je confirme et merci d'avoir si bien résumé notre pensée, parce que je pense que nous sommes vraiment en phase. Mais je voudrais revenir sur cette idée de paradigme et sur un mot qui a été un des premiers mots que vous avez prononcé, parce que vous avez dit casser. Il faut casser la façon de penser, la façon de réaliser. Et là, je comprends ce que vous dites, mais il ne faut pas casser. L'ancien paradigme, on casse, on oppose. Il ne faut pas opposer. Et si nous voulons que les entreprises qui sont un support de communication absolument extraordinaire, puisque c'est l'endroit où les gens vont, de toute façon, ils sont obligés d'y aller, puisqu'il faut nourrir la famille à la fin du mois. Donc, tout le monde est obligé d'y aller dans l'entreprise. Donc, je pense que l'entreprise est vraiment l'endroit où on peut partager une manière de voir, de penser, échanger pour faire évoluer notre société. Ce creuset qu'est l'entreprise, il ne faut pas lui dire qu'on va casser. Pardon, je ne veux pas dire m'opposer à vous, au contraire. Je pense que c'est la bonne occasion dans notre échange de dire non, non, on ne va pas casser, on va évoluer, on va
Alors, harmoniser, ça fait un peu bisounours. Donc, c'est entre les deux. Entre harmoniser et casser, il y a plein de choses. Il y a tout un arc-en-ciel de possibilités. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un tout petit peu de temps pour se dire, voilà, hier, on faisait comme ça pour ceci. Eh bien, on peut le faire évoluer de telle ou telle manière. Et au lieu d'opposer, eh bien, harmoniser. Je vous donne un exemple. Dans toute réunion, les gens arrivent et tout le monde n'est pas d'accord. Et en général, d'ailleurs, ça se termine par très rapidement non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire je suis opposé à ton idée. Ce qui est important, ce qui fait qu'on évolue, c'est la différence. Si tout le monde est pareil, si 100% des Français font HEC ou Polytechnique ou l'ENA, allez, ils font les trois, bah, ça ne marche pas. Il y a des gens qui n'ont pas fait Polytechnique, qui n'ont pas fait HEC, qui n'ont pas fait l'ENA et qui justement sont différents. D'ailleurs, entre eux, ils sont différents. Et c'est parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent s'enrichir. La différence des autres m'enrichit. Si tu es différent de moi, je te remercie parce que notre dialogue va nous permettre de construire quelque chose. Si on devait faire les maisons que avec des briques et qu'il n'y avait pas du ciment à mettre entre les briques, eh bien, on ne pourrait pas construire de murs qui tiennent. Ce qui fait que le mur tient, c'est qu'il y a des briques et du ciment, qu'il y en a un qui est dur et l'autre qui est mou, et qu'à la fin, les deux vont s'assembler pour créer quelque chose de viable et de durable. Eh bien, notre travail avec la géométrie sacrée, c'est justement d'aider les individus par plus de conscience de ce qu'est réellement la réalité qui les entoure, pour harmoniser les choses et construire et apprécier la différence. Moi, ça me fait plaisir de trouver des gens qui sont différents de moi. Je suis heureux d'avoir des gens en face de moi qui me disent « mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi ». Et je dis bah, « c'est génial, on va pouvoir discuter de manière intéressante ». Voilà. Et la géométrie du sens, les gens disent « oh, c'est ésotérique ». Bah, très bien, si tu crois que c'est ésotérique, c'est que ça l'est pour toi. C'est même pas critiquable. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que l'ésotérisme, puisqu'on en parle, c'est quelque chose qui glisse. Les trous noirs, il y a 10 ans, c'était complètement ésotérique. Aujourd'hui, ça n'est plus ésotérique, on arrive même à les photographier. Donc, de quoi parle-t-on? En fait, on a évolué. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau de maturité et que ça permet d'avoir une discussion constructive. Bon, je suis tout à fait d'accord. Ça n'empêche pas que Et dans la joie, c'est essentiel. La joie, c'est la seule chose qui nous permette d'avancer. C'est sûr. La colère, ça permet de ne pas se... Ça permet en fait le discernement, la colère. Donc, il en faut un peu. Ah, mais toutes Et les la émotions. peur aussi, parce que si on se fait écraser par le bus dès les premiers jours, ça ne dure pas longtemps. Oh oui, non. Toutes les émotions sont bonnes du moment qu'on les vit, qu'on les entend, et après ça On ne se passe prend et qu'on pas. leur prend en compte, en fait. C'est comme tout. Bon, comme il va falloir qu'on arrête, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus, aller un peu plus loin, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, entre guillemets, comme documentation, en dehors de votre livre qui est excellent, justement pour avoir un peu plus d'informations, pour déjà prendre conscience des choses et éventuellement après appliquer, que ce soit au niveau individuel ou d'entreprise? Alors, ma première recommandation, c'est de décider de ne pas enfermer les choses et les gens. Mais au contraire, d'ouvrir, de s'ouvrir l'esprit, de se dire « Ah tiens, il y a des choses que je ne connais pas et qui sont bien » et donc d'être curieux. Cette curiosité, la première curiosité à avoir, c'est d'être à l'écoute de notre corps. Parce que quand mon corps me fait un chatouillis, me fait un petit torticolis
ou quelque chose comme ça, c'est que mon corps, lui, il sait très bien pourquoi je suis là. Et il me le dit. Donc, d'être à l'écoute. Ça, c'est ma première recommandation. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de dépenses à faire. Juste être à l'écoute. 2, d'apprécier les différences, d'apprécier que l'autre soit différent. 3, d'avoir envie d'aimer, envie de construire, mais ce n'est pas obligatoire. Et à partir de là, de laisser vaquer votre intuition. Si vous avez envie de lire un livre, si vous avez envie de revoir Matrix, allez-y. Et essayez de le voir avec un nouveau jour, avec une nouvelle manière. Bon, ensuite, bien, sur le plan personnel, vous pouvez reprendre l'Ho'oponopono. Hein, je pense que vous connaissez les bouquins sur l'Ho'oponopono. C'est une manière justement d'apprendre à se connaître, à sentir les choses, à s'éveiller. Donc voilà, essayez de vous éveiller. L'autre chose, qu'est-ce que je donnerais d'autre? Parce que si je vous conseille tous les bouquins qui sortent, il y en a plein. Mais oui, regardez les petites vidéos qui sont publiées pour comprendre ce que c'est que la physique quantique. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais regardez-en une ou deux ou trois. Et puis, après, écoutez, moi, mon métier, c'est de faire des conférences. Pourquoi les conférences? Parce que justement, vous savez la différence entre une formation et une conférence ou un exposé? Eh bien, un exposé, c'est qu'on parle de, voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai parlé de plein de choses liées à la géométrie sacrée, et à la géométrie du sens, et au sens de la vie, etc. Ça, c'est ce que je viens de faire, un exposé. Une formation, ça aurait été de dire, voilà, dans les 8 techniques, je vais vous expliquer en détail ce qu'est chacune des techniques et comment on la met en œuvre. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de faire. Et une conférence, c'est quoi? Une conférence, c'est prendre un sujet et donner envie à chacun d'aller creuser à sa vitesse et à sa manière. Alors, c'est peut-être un petit peu ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je suis anti-gourou, je déteste le principe du gourou, et que si effectivement, et que votre question, plus précisément, justement, elle est très fine parce qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une voie royale pour comprendre ce dont on vient de parler. Il y a juste peut-être revoir l'entretien qu'on vient d'avoir et puis de le réécouter, de se dire, tiens, à un moment, il a dit ça, ben ça me plaît. Je vais aller le creuser. Je vais aller l'approfondir. Je vais acheter un bouquin dessus. Je vais regarder une vidéo dessus. Et à partir de là, dans 1, 2, 3 sujets, et petit à petit, c'est comme ça qu'on se met en marche. Et c'est comme ça qu'on va construire un monde merveilleux. On est tous effrayés par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit avec la presse, etc. Mais finalement, les choses vont assez bien. Vous savez, le principe d'une révolution, c'est que ça bascule, on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est comme une balance. Hein. Vous avez vous mettez 1 kilo dans une balance, puis vous faites couler du sucre sur l'autre plateau. Ben, tant que le kilo il est plus lourd que le sucre, ça ne bouge pas. Mais il y a un moment où il y a un grain de sucre qui va faire que, hop, le plateau change de côté. Eh bien, croyez-moi, ce grain de sucre, il est beaucoup plus complexe et riche que le seul grain que vous voyez. Parce que lui aussi, il est quantique. C'est-à-dire que lui aussi, il a une part d'information, d'énergie que nous n'apprécions pas, mais qui existe. Et ce monde, il va basculer vers un monde bien meilleur à un moment, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on sache pourquoi. Et ce ne sera pas l'effet d'une ou deux personnes, etc. Oubliez le complot, oubliez tout ça. Tout ça, ça ne compte pas. Nous sommes des centaines de millions à voir que le monde évolue et en fait, il suffit de se rattacher à cette idée que, ouais, je crois que ça peut changer. Et le seul fait de le croire va faire que ça va s'arranger. C'est sûr.
Ah bah, en tout cas, j'espère bien qu'effectivement cet échange aura inspiré, justement donné envie aux personnes qui vont regarder l'interview d'aller chercher des éléments, d'autres compréhensions, d'aller un petit peu plus loin, de voilà, chercher à comment effectivement éventuellement pouvoir l'appliquer Oui. à leur vie, à leur entreprise. Et déjà, rien qu'effectivement on va dire, à ouvrir l'esprit, à amener une certaine curiosité, je pense que du coup, l'intention aura fonctionné, le but était là. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange qui était vraiment passionnant. Moi aussi, parce que j'apprends toujours quand je m'exprime comme ça, c'est qu'en fait, j'ai des raisonnements qui viennent et c'est comme ça que vient l'intuition. Donc, j'ai besoin de rencontrer, de vous rencontrer pour pouvoir moi-même m'améliorer dans la manière de partager avec tous mes contemporains. Merci. Je n'ai pas d'autre mot que merci. Merci aussi. Merci Merci beaucoup. pour vos recherches aussi et surtout de les partager effectivement on va dire de les partager à l'humanité pour l'aider à prendre conscience des choses au rythme de chaque individu. Mais voilà, juste Ouais. d'ouvrir les consciences, de permettre d'ouvrir les consciences à chacun quand il est prêt et après de faire des choix en conscience et en fonction de là où il en est. Merci Séverine. Si vous auriez aviez un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que il faut mettre le sens en action. Donc, essayer de se trouver, de comprendre, de chercher, de se poser la question de quel est le sens de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de réaliser, que ce soit ma famille, mon travail, mes loisirs. C'est quoi le sens de ça? Et à partir de là, eh bien, se mettre en marche, se mettre en action. C'est le principe de la géométrie du sens, mais c'est le principe aussi de toute vie. Et toujours garder l'espoir, toujours y croire. La foi, c'est pas de la bondieuserie. La foi, c'est se dire oui, c'est possible. Oui, c'est à portée de main. Oui, je peux oser. C'est très à la mode de dire oser. Mais déjà, avant d'oser, à partir du moment où je me dis j'y crois, ça va aller, et ben tout va aller très bien. Foi, l'espérance, j'espère que demain ça sera mieux. Et la charité qui n'a rien à voir avec donner une pièce avec, avec dédain. La charité, c'est le cœur. Vous voyez, c'est un truc qui est là, le cœur. Hein. Eh bien, la caritas, c'est raisonner avec son cœur. Et puis après, écouter, être à l'écoute du monde. Mon meilleur conseil pour finir, ça serait d'être à l'écoute de mon corps pour comprendre ce qu'il a à me dire. Parce que lui, il sait pourquoi je suis sur Terre.